Dans des centres de vaccination et un hall d'hôpital. Pardonnez-moi, mais c'est exactement la question qu'il ne faut pas poser, si je puis dire. Pour une raison simple, c'est que, bien sûr que ces actes sont totalement condamnables et il n'est pas du tout question de les défendre. Dans une vision légaliste des choses, il faut respecter le cadre qui est celui de la manifestation pacifique, etc. Donc ces actes, bien que condamnables, ne doivent pas non plus résumer à eux seuls l'ampleur et la nature du mouvement de défiance vis-à-vis du gouvernement s'agissant du pass sanitaire notamment, et même peut-être du vaccin. Moi, je crois qu'il y a en France chaque semaine des centaines de milliers de personnes qui manifestent. 200 000 entre 200 et 300 000 en fonction des semaines. Je ne crois pas qu'on puisse résumer, si vous voulez, la pensée de toutes ces centaines de milliers de personnes à quelques dizaines. C'est absolument pas ce que j'ai fait, Voilà. Non, mais justement, absolument pas ce que j'ai fait. Quand on dit est-ce qu'il est temps de mettre le holà ou est-ce qu'il est temps d'arrêter le mouvement parce qu'il y a des actes délictueux et criminels qui sont commis, je dis non. Je dis que ces actes doivent être sanctionnés avec la plus grande sévérité parce qu'on est là hors la loi. D'accord ? Mais tous ceux qui manifestent leur désaccord dans le cadre de la loi, dans le cadre de manifestation, le droit de manifester est un droit constitutionnel en France, eh bien, ils n'ont rien à voir avec ça, d'une certaine façon. Donc, j'aimerais bien, si vous voulez, que ceux qui, les habitués et les fanatiques du pas d'amalgame dans d'autres domaines, nous le resservent aujourd'hui à cette occasion en nous disant pas d'amalgame. Il ne faut pas résumer, effectivement, la défiance de certains Français Personne ne le fait, ma question. Je crois que ce qui est vraiment inquiétant, si vous voulez, avec cette histoire de passe sanitaire, c'est effectivement les restrictions de liberté et surtout des restrictions de liberté qui ne devraient pas s'imposer à tout le monde parce qu'encore une fois, on est très inégaux face au Covid entre une écrasante majorité de la population qui n'est ni âgée ni souffrant de comorbidité et qui ne risque pratiquement rien du Covid et effectivement une partie de la population qui, à raison de son âge ou de maladies connexes, risque des Covid longs, voire la mort, effectivement, on ne peut pas. Alors bien sûr qu'il faut protéger ces populations vulnérables et fragiles, mais on ne le fait pas au détriment de l'ensemble de la population. Il faut protéger ceux qui doivent l'être et laisser les autres vivre leur vie normalement. Voilà. Et je pense qu'une partie de la défiance vis-à-vis de ce pass sanitaire, de ces conséquences liberticides, vient aussi de là, parce que on accuse les non-vaccinés d'être des égoïstes, mais attendez, l'égoïsme, c'est peut-être dans l'autre sens. C'est qu'en fait, c'est l'égoïsme de certaines catégories de la population qui veulent être protégées et qui obligent les autres qui, eux, ne risquent rien. Ça, j'avoue que c'est un raisonnement que vous ne nous aviez pas encore sorti. D'accord. Écoutez, c'est juste le bon sens. Donc c'est l'égoïsme des gens qui se vaccinent pour se protéger eux, protéger leurs proches, permettre à l'économie de repartir. Les gens qui se vaccinent sont égoïstes. Intéressant. Réaction, Olivier Vertigeol. Ça y est, vous avez eu la parole. Vous avez mal résumé ma pensée. Ah bon, alors précisez-la. Résumé à penser. Ce que je dis, c'est que quelqu'un qui a moins de 50 ans, d'accord, qui a moins de 50 ans, qui n'a pas de comorbidité, il ne risque pratiquement rien du Covid. Il faut le dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors il ne risque pas, il risque peut-être moins de formes graves que des personnes plus âgées. Il a dans son entourage des personnes fragiles qu'il protège en se non, parce que aussi. Ce sont ces personnes fragiles-là qu'il faut protéger. Donc il appartient aux personnes âgées ou souffrant de comorbidité de prendre leurs responsabilités pour se protéger en se vaccinant, sans obliger les autres à le faire. Voilà le raisonnement. Qu'est-ce qui vous fait hocher de la tête ainsi, Jean Messia ? On voit ce qui se passe en Outre-mer. La Polynésie française est la dernière à se confiner. Ce sera les soirées, les week-ends, les restaurants referment. Il faut juste regarder les chiffres. En Outre-mer, en Martinique, je regardais les chiffres hier, plus de 75% des hospitalisés ont plus de 73 ans. D'accord ? Donc en fait, il faut juste cibler, parce que là, on arrose la terre entière en vaccinant, en considérant... En fait, le raisonnement de la politique sanitaire est vicié à sa base. Il considère que tout le monde est égal face au Covid et que le Covid est d'égal danger pour toutes les couches de la population, quel que soit l'âge, quelles que soient les maladies, etc. Or, c'est faux. Le Covid, c'est pas la peste noire. Le Covid, c'est pas le sida. C'est pas des maladies qui touchent tout le monde et une fois que vous en êtes touché, vous risquez la mort. Elle touche tout le monde, c'est vrai. Il peut être contagieux, c'est vrai. Mais dans l'écrasante majorité des cas, moi j'ai eu plein de personnes autour de moi qui ont eu le Covid. Ça passe en l'espace d'une semaine, 10 jours. Vous avez des courbatures, vous avez de la fièvre. Ça se soigne avec du Doliprane et de la vitamine C. Après, si effectivement vous êtes trop âgé ou que vous avez des maladies cardiaques ou du diabète ou de l'obésité, etc., là ça peut se soins la politique sanitaire... société quasiment anthropologique, c'est que des médecins nous disent que quand leur service de soins critiques intensifs est saturé, comme c'est le cas dans les territoires que vous venez de citer,
il y a donc le choix posé aux équipes médicales de faire le tri. Puisque maintenant, ils le disent. Si. Oui, d'accord. Mais ils le disent. C'est-à-dire, est-ce qu'on sauve un tel ou est-ce qu'on sauve celui-là ? Oui, parce que M. D'Artigol... Et ça, dans une société développée comme la nôtre, on peut ne pas vouloir atteindre cette limite-là. Que les personnes aient plus de 70 ans ou non, d'ailleurs. Plus de 70 ans. Je suis d'accord avec vous, mais on peut aussi ne pas attendre d'en arriver là. C'est-à-dire d'avoir un raisonnement en aval, comme vous le faites, en prenant les dispositions en amont pour justement éviter la saturation des services hospitaliers par les populations qui majoritairement les saturent. Ce n'est pas ce qui est fait. Et sont de plus en plus contagieuses. C'est le cas du variant Delta. J'étais sur votre plateau hier, on commentait justement le chiffre depuis le 1er janvier de cette année, 2021. Il y a eu 30 000 morts du Covid en France. Sur les 30 000 morts, c'est Florian Tardif qui donnait ces chiffres hier, votre journaliste, il y a eu 300 morts de moins de 50 ans. Donc on est sur 0,01% de morts de moins de 50 ans du Covid. Il faut retenir ce chiffre. Donc la politique sanitaire, elle doit se faire aussi à partir de ces réalités statistiques chiffrées. La politique sanitaire, ce n'est pas une politique de l'émotion. Ce n'est pas prendre quelqu'un qui a 20 ans et qui a eu un Covid long et qui en est mort pour le brandir tel un totem en disant on va construire toute la politique sanitaire là-dessus. C'est bien sûr malheureux et toutes les vies doivent être regrettées. Mais je crois que quand vous faites une politique sanitaire, il faut la faire de manière froide en fonction de la réalité, des chiffres et des statistiques des maladies. C'est pas ce qui est fait. Et Jean Messia, je me permettrai aussi d'ajouter que si on a permis de limiter le nombre de morts, c'est aussi parce que les Français se sont encore une fois sacrifiés au printemps et ont fait tout ce qu'ils pouvaient effectivement pour limiter la circulation. Excusez-moi, mais prenez les Antilles, prenez la Guadeloupe et la Martinique avec des taux de vaccination extrêmement faibles, qui sont reconfinés avec le virus qui flambe avec des taux graves et y compris sur des personnes jeunes. Mais arrêtez de parler de manière générale. Arrêtez de parler Allez, on va clore ce débat. Où le taux de vaccination est le plus faible sont celles qui sont confinées avec les taux de propagation les plus forts. Ça montre donc que le vaccin on va clore ce débat. Jean Messia, on va clore ce débat. On va ouvrir une page sécurité. Vous allez pouvoir vous exprimer aussi. Juste une petite seconde pour répondre à ça. Non, vous avez raison, le taux de vaccination est globalement faible, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le taux de vaccination des populations vulnérables. Oui, mais dans les Antilles et dans les territoires d'outre-mer, on a 30 à 40% de personnes diabétiques ou obèses. Exactement, donc c'est eux qu'il faut vacciner, c'est pas ce qu'ils ne le sont pas. C'est quasiment la moitié de la population. Écoutez, moi je dis bravo la police, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il faut voir le type de profil que les policiers ont devant eux. C'est-à-dire qu'on a des individus de plus en plus radicalisés, de plus en plus violents, prêts tout simplement à bouffer du flic. C'est-à-dire à leur rouler dessus, à leur rentrer dedans, à les traîner sur plusieurs mètres. Ça s'est fait, ce n'est pas du fantasme, on a vu les images. Il y a une mise en danger de la vie de policiers et dans ces conditions, il est tout à fait normal que les policiers qui, encore une fois, il faut le rappeler, sont les représentants de la République française, sont les représentants de l'État. L'État, comme vous le savez et comme le disait Max Weber, est le seul détenteur de la violence légitime. Donc ils ont effectivement toute légitimité pour ouvrir le feu. Voilà. Donc quand on joue avec la vie des policiers, il ne faut pas s'étonner de jouer avec la sienne. Dans tous les pays du monde, quand un flic vous dit vous ordonne de vous arrêter, vous vous arrêtez. Si vous ne le faites pas, vous le faites à vos risques et périls. Et à ce moment-là, ça peut dégénérer, malheureusement parfois, jusqu'à une issue fatale. Donc il faut effectivement rappeler que les policiers sont là pour faire régner la loi. Et il faut leur obéir pour que ça ne dégénère pas. Oui, mais enfin, dans ce genre de cas, si vous voulez, dans ce genre de cas, on ne peut pas faire autrement que de leur tirer dessus. Vous savez, il y a tout un tas de immobiliser il y a aujourd'hui en France le véhicule. Il y a aujourd'hui en France on souhaite immobiliser le véhicule. Oui. Formés pour immobiliser le véhicule. Non, mais d'accord, mais quand un policier est menacé de mort, parce que le véhicule peut être une arme par destination. Si vous foncez sur un policier avec votre voiture dans l'intention de le tuer, votre véhicule, c'est plus un véhicule, c'est une arme. Très bonne question. Pas de bons et de mauvais migrants, nous dit Éric Piolle. Votre réaction, Jean Messia ? Bien sûr que si, il y a des bons et des mauvais migrants. Enfin, pour prendre un exemple extrême, ceux qui ont organisé les attentats du Bataclan, qui étaient des migrants mêlés aux colonnes des migrants, c'était des mauvais migrants, non ? Si on avait pu les trier à l'époque, on l'aurait fait ou pas ? Donc il y a bien des bons et des mauvais migrants. Je prends un exemple extrême. Bien sûr, tous les migrants ne sont pas des terroristes, mais enfin, il y a quand même parmi les migrants de bons et des mauvais migrants, comme il y a de bons et de mauvais Français, il y a des bons et des mauvais partout. Donc la France, il appartient à la France de choisir qui, effectivement, elle accueille sur son territoire. D'ailleurs, quand on dit combien de réfugiés, parce que c'est la question de votre thème, combien de réfugiés la France doit-elle accueillir ? Moi, je crois la France doit accueillir les personnels afghans qui l'ont servi sur place,
traducteurs, chauffeurs, tous les personnels supplétifs qui ont aidé à la présence française. Ça, il n'y a absolument aucune discussion là-dessus. Mais point final, pas d'autres réfugiés, parce qu'en réalité, les réfugiés qui vont se mettre en route suite à la victoire des talibans ne sont pas des réfugiés, ce sont des migrants sociétaux. Ils ne fuient pas une persécution, ils ne fuient pas la guerre, ils fuient un mode de vie qui ne leur convient pas. Ce n'est pas notre affaire. Il y avait l'armée afghane qui était sur place, ils n'avaient qu'à soutenir l'armée afghane et changer ce mode de vie sur place. J'ajoute d'ailleurs que la société afghane est une société islamique assez arriérée, à laquelle d'ailleurs beaucoup de femmes, une majorité de femmes participent et adhèrent. D'accord ? Il ne faut pas croire que l'extrémisme religieux est l'apanage des hommes. Une grande majorité de femmes adhèrent aussi à ce mode de vie. C'est un petit peu ça qui est en train de se jouer. C'est le pacte qui est en train de se nouer. Cela dit, ils ne font que rappeler un sacro-saint principe du droit international, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures. Bon, si vous voulez, dans cette crise, il y a deux éléments. Il y a l'élément conjoncturel ou d'opportunité, il y a des éléments structurels. L'élément structurel, c'est que effectivement, les talibans ont pour alpha et oméga la charia, l'application stricte de la charia, peut-être au-delà de son application dans d'autres pays comme l'Arabie saoudite. Donc ça ne changera pas. Et ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ça ne changera pas. La charia implique des châtiments corporels, la charia implique un statut pour les minorités, qu'elles soient d'ailleurs religieuses, sexuelles, elle implique un statut infériorisé des femmes, etc. Donc ça, c'est indiscutable. Ça fait partie des choses sanctuarisées dans le régime taliban. Ensuite, il y a les déclarations conjoncturelles, je dirais, d'opportunité. On sait très bien, et dans l'histoire le montre, en janvier 1973, les Vietnamiens du Nord ont fait une déclaration en disant qu'ils respecteraient, en cas de victoire, la démocratie, le libre droit d'expression du peuple vietnamien, etc. On sait ce qu'il en a été après 1975 et la chute de Saïgon. Voilà, en Algérie, c'est pareil. Le FLN s'était engagé, avant la signature des accords d'Évian, à tout un tas de choses, notamment la protection des harkis, des populations européennes qui resteraient sur le territoire. On sait ce qu'il en a été. Donc là, que les talibans disent « Ah non, mais nous, bien sûr, on va respecter », enfin, la déclaration du porte-parole des talibans que l'on vient d'entendre, où il dit « Ah ben non, mais nous, on sera un ennemi pour personne, on respectera les droits, on respectera la sécurité des États », tout ça est de bonne guerre, mais n'augure en rien et ne garantit en rien le respect de cela par la suite. Et en tout cas, l'histoire milite pour croire le contraire. Une réaction.